Alors la première chose sur le pétrole, la question que tout le monde se pose, c'est la baisse du pétrole. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Alors on va faire deux sondages, un maintenant et un à la fin. Donc je vais vous demander qui pense que c'est une bonne nouvelle la baisse du pétrole. Ah, ils sont pas beaucoup, hein. Ah, il ne faut pas être timide, tout le monde votera, hein. Mais ils n'ont pas l'habitude de voter, les gens. Allez, pour moi c'est pas grave, vous avez le droit de vous tromper. Donc tout le monde parle beaucoup. Alors qu'est-ce qui pense que c'est une mauvaise nouvelle? Ah, je pense qu'on peut arrêter tout de suite, là, c'est bon. On va partager. Bon. On voulait vous convaincre. Bon, ben, comme ça, c'est très bien. On va vous demander pourquoi c'est une bonne nouvelle, alors. Pourquoi est-ce que la baisse du pétrole est une bonne nouvelle? Pourquoi? Parce que ça emmerde les Russes à un point où vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors ça, c'est une excellente transition. Ça emmerde les Russes. Le rouble, parce que vous parliez du rouble tout à l'heure, s'il vous plaît, ne parlez pas de ça. Hein. Parce que le graphique d'Apple, c'est le plat pays à côté du dollar rouble. Hein. Croyez-moi, c'est en flèche. Alors, on va poursuivre tout de suite avec un deuxième sondage. Est-ce que la baisse du pétrole, ça emmerde les Russes? Ouais, ça emmerde beaucoup les Russes. Est-ce que la baisse du pétrole, ça emmerde l'Arabie Saoudite? Et est-ce que la baisse du pétrole, ça emmerde les Américains? Bon. Ah, ça joue entre les Russes et les Américains, finalement. À long terme, oui, mais à court terme, ça les arrange très fort. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous du tout, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a eu toute une théorie qui s'est développée quand l'Arabie Saoudite et l'OPEP ont décidé de ne pas baisser leur production et de laisser le prix du pétrole filer, qui dit oui, c'est un coup. Les Américains, avec les Saoudiens, ils se sont mis d'accord pour emmerder les Russes, pour emmerder les Iraniens. Je pense que c'est se tromper complètement. D'abord, on va resituer le débat. Pourquoi les Saoudiens ont laissé filer le cours du pétrole? Il faut savoir que les Saoudiens, c'est des commerçants à la base. Ils sont là pour faire du commerce. Ça peut nous paraître un peu bizarre, mais ils sont là avant tout pour faire du commerce. Ils ont une ressource et ils cherchent à optimiser la vente de cette ressource. Et donc, pendant 5 ans, on a pris l'habitude que les Saoudiens, systématiquement, quand le prix du pétrole baissait, ajustent leur production pour faire remonter les prix du pétrole. Et on s'est dit, bah, cette fois-ci, ils vont le faire encore une fois. Mais les Saoudiens, ils ont fait un truc tout bête. Ils ont pris un bout de papier sur un coin de table, ils ont fait un calcul. Jusqu'à l'année dernière, quand le prix du pétrole baissait, on regardait pourquoi le prix du pétrole baisse. Parce que, a priori, à un moment, il y a trop d'offres par rapport à la demande. Donc, qu'est-ce que faisaient les Saoudiens? Ils disaient, voilà, c'est quoi le surplus d'offres aujourd'hui? Et grosso modo, depuis quelques années, c'était, compte tenu des interruptions de production qu'on avait dans différents pays, c'était grosso modo, on va dire, 1 million de barils. Les Saoudiens disaient, ok, 1 million de barils, très bien. Moi, je produis 10 millions de barils par jour. Si je réduis ma production d'1 million de barils, je perds 10% de mes ventes. Mais qu'est-ce qui se passe sur le prix? Et là, qu'est-ce qui se passe sur le prix? Ils pouvaient s'attendre objectivement à ce que le marché soit à nouveau un peu tendu et que le prix en monte de 10 ou 15%. Là, les Saoudiens, ils sont pas idiots, ils se disent, je vends moins de pétrole, mais je touche la même chose. Ok, je suis prêt, je joue le jeu, je réduis ma production. Là, les Saoudiens ont fait quoi comme calcul? Ils ont dit, ok, qu'est-ce qu'il y a comme pétrole en trop? 2 millions de barils. Ils ont dit, ok, très bien, 2 millions de barils, 20% de ma production. Si je réduis ma production de 20%, qu'est-ce qui se passe sur le prix? Et là, on leur dit, bah, le prix, on peut espérer, compte tenu qu'il y a des pétroles de schiste, qu'ils ont un peu beaucoup de pétrole aujourd'hui, on peut espérer que le prix arrête de baisser. Là, ils disent, mais attendez, vous m'avez pris pour un idiot ou quoi? Moi, je suis là pour faire du commerce. Je ne vais pas réduire mes ventes de 20% pour gagner 20% moins. Donc ils disent, stop, je ne joue pas. Soit vous jouez avec moi et vous abaissez votre production aussi, soit je ne joue pas. Et ce n'est pas une histoire d'Américains. C'est vraiment purement un calcul saoudien. Et on peut regarder dans l'histoire, ça s'est déjà passé. Les Saoudiens ont déjà, et l'OPEP a déjà joué ce jeu-là. C'est arrivé notamment en 2001, au moment des attentats du 11 septembre, le prix du pétrole s'est effondré, il est passé de 35 à quasiment 15 $. Et là, on s'est dit, on allait voir les Saoudiens, on leur a dit, bon, il faut baisser votre production. Et là, les Saoudiens, moi, je ne suis pas d'accord. La production, il faut la baisser beaucoup, je suis prêt à faire un effort, mais je ne le fais pas tout seul. Il faut que les pays hors OPEP, et notamment la Russie, jouent le jeu. Ils sont allés voir la Russie, ils ont dit, vous voulez jouer le jeu? Ils se sont dit, ouais, vous avez raison, il faut qu'on baisse notre production. Donc nous, vous dites qu'il faut baisser de combien? 1 500 000, bah nous, on prend notre part, on va baisser de 30 000 barils. Allez, les Saoudiens disent, mais vous rigolez ou quoi? Et donc, ils ont dit, bah si vous voulez baisser que de 30 000, moi, je ne joue pas, je ne réduis pas ma production. Et le prix du pétrole s'est effondré.
jusqu'au moment où les Russes ont été obligés de plier et ont dû participer avec les Saoudiens à la réduction de la production pétrolière, de façon à stabiliser les prix. Donc, pour moi, la première chose, c'est le premier élément qui me fait dire que si les Saoudiens et l'OPEP a pris cette décision, c'est pas pour emmerder les Russes, c'est pas pour emmerder les Iraniens, c'est parce que c'est leur intérêt propre. Première chose. Ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que, contrairement à avant, l'OPEP, c'était 40% du marché mondial. Donc à 40%, on baisse la production, on comprend qu'on a un impact. L'Arabie Saoudite, plus grand pays producteur, 10 millions de barils. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont plus tout seuls. À 10 millions de barils, il y a la Russie, et à 10 millions de barils, il y a les États-Unis. Donc si l'Arabie Saoudite baissait toute seule sa production, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, ce seraient les Américains et les Russes qui vendraient le pétrole à leur place. Perte de part de marché. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est des gens qui ont une bonne mémoire. Après le deuxième choc pétrolier, en 1980, les prix du pétrole chutent. L'Arabie Saoudite décide de diviser sa production par deux. Diviser sa production par deux pour faire remonter les prix. Qu'est-ce qui se passe? Les prix sont à niveau divisé par deux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé leur entrée d'argent par 4. Et donc, ils se sont dit, eh bien, on ne va pas faire deux fois la même bêtise. Et surtout, ils se sont dit que vous êtes dans un marché, finalement, qui était un cartel, donc tout l'inverse de l'économie de marché. Et aujourd'hui, dans ce marché-là, vous avez un nouvel acteur. Le nouvel acteur, c'est les États-Unis. Sauf que les États-Unis, c'est un petit peu comme l'Europe et la Chine. Nous, en France, on produit avec des gens qui coûtent 35 € l'heure. En Chine, ils sont à 5 € l'heure. Donc, c'est difficile d'être compétitif. Mais là, c'est pareil. L'Arabie Saoudite, ils produisent un baril de pétrole à 10 $, ou moins de 10 $, et les Américains, ils le produisent à 80 $. Et donc, ils se sont dit, cet acteur, les États-Unis, qui ont ajouté 3 millions de barils en 3 ans, on va les sortir du marché. On va les sortir du marché en laissant baisser les prix sous leur coût de production, 80 $, et on va laisser les prix à 50 $ pendant le temps qu'il faudra pour que ces entreprises américaines fassent faillite et qu'elles sortent du marché. Je pense que c'est le graphique qui est là est fait exprès pour vous illustrer un petit peu la situation dans laquelle on est. En fait, il y a tout un débat aujourd'hui pour savoir si le pétrole de schiste est rentable à 40 $, à 50 $, à 60 $, à 70 $. En fait, moi je m'en fiche un peu. Je vais vous le dire très honnêtement. Moi j'ai ma propre opinion, c'est que le prix, quand on parle de prix du pétrole, il faut bien savoir qu'on parle toujours, les gens parlent de tout en même temps et il faut bien savoir de quoi on parle. Il existe deux prix, le cash cost et le all-in cost. Le cash cost, c'est combien ça vous coûte pour aller chercher un baril de pétrole sous terre. Voilà, physiquement. Après, ce qu'on appelle le all-in cost, c'est quand vous rajoutez vos charges de dette, parce qu'il va falloir que vous financiez pour pouvoir faire ça, et ça coûte très cher d'engager des pétroles de schiste. Donc, pour moi, mon avis, c'est que le prix du pétrole de schiste, tout compris, il est plutôt aux alentours de 80 $. Voilà. Mais, entre guillemets, c'est pas grave, c'est pas ça la vraie question. C'est que le cash cost d'un baril de pétrole en Arabie Saoudite, c'est entre 5 et 10 $. En Russie, c'est entre 10 et 15 $. Donc, après, peu importe où se situe exactement le prix, ce qu'on sait, on sait une chose, c'est que les pétroles les plus chers à aller chercher, ce sont les sables bitumineux au Canada. La Banque du Canada a abaissé ses taux parce qu'elle sent que son économie est menacée par la baisse des prix du pétrole, et les pétroles de schiste aux États-Unis. Donc, l'Arabie Saoudite fait quoi? Encore une fois, en bon commerçant, elle dit « je vais éliminer mes concurrents ». Et c'est en ça que je dis qu'on ne peut pas objectivement penser que ce soit un coup monté entre les Américains et les Saoudiens. Je veux bien que les Américains soient bêtes, éventuellement, mais ils ne sont pas fous. On va vous montrer après qu'avec ce qui est en train de se passer, la lutte du pétrole risque d'exploser avant les élections, et ça risque de poser d'énormes problèmes pour les prochaines élections aux États-Unis. Je propose de continuer sur les bonnes nouvelles. On va faire d'abord les bonnes nouvelles, il nous reste 5 minutes, puis après on passera au reste. Alors, les bonnes nouvelles. Il y avait des mains qui sont levées là. Oui? Ouais, c'est une bonne nouvelle quoi. Ah, écoutez, très bien. Moi je me lance, une bonne nouvelle. Est-ce que par exemple, il y a des gens dans cette salle qui ont une voiture? Voiture. C'est moins cher à la pompe. C'est moins cher à la pompe. Alors moi, ça m'intéresse de savoir L'État se rattrape. combien d'argent vous avez gagné le mois dernier grâce à ça. Pas grand-chose, puisque l'État reprend ce qu'on a gagné d'un côté. Avec... Il ne reprend pas complètement. Alors si vous faites le calcul, en fait, si on dit que, en fait, dans le J'ai un graphique pour ça, j'ai plein de graphiques.
Et dans le prix de l'essence, vous savez qu'il y a beaucoup de taxes. Il y a beaucoup de taxes, et donc quand le pétrole baisse de 60%, le prix à l'essence ne baisse que de 20%. Alors on consacre à peu près entre 800 et 1000 euros par an en essence. Donc quand ça baisse de 20%, ça fait à peu près 200 euros. La Belgique a quand même bien gagné. Et donc par mois, vous économisez 15 euros. 15 euros par mois grâce à la baisse du prix du pétrole, donc c'est effectivement une excellente nouvelle. Oui, mais je l'ai nuancé quand même un petit peu, parce qu'on a quand même deux problèmes complémentaires à ça. Alors c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais il faut dire aussi ce qui est, c'est pas une bonne nouvelle pour les producteurs. Ce qui est gagné d'un côté et perdu de l'autre. Alors, ce que nous disent les économistes d'une façon générale, c'est oui, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que d'un côté, les producteurs, ils ont une façon de dépenser leur argent, alors les consommateurs, c'est plein de consommateurs différents, et ils dépensent autrement. Et donc, au final, ils dépensent plus, et ça va être meilleur pour l'économie. C'est pas faux. Mais, il faut quand même nuancer. Il y a deux choses. D'abord, les pays importateurs de pétrole sont essentiellement des pays qui n'ont pas comme monnaie le dollar. Or, la plupart des monnaies aujourd'hui se sont dépréciées par rapport au dollar. Et donc, quand le pétrole baisse de 20, si le dollar dans le même temps monte de 10, vous gagnez plus que 10. Déjà. C'est moins drôle. Et puis après ça, il faut bien savoir que dans beaucoup de pays, et en particulier en Europe, la fiscalité sur les produits pétroliers, elle n'est pas neutre. En France, c'est particulièrement vrai. Le prix de l'essence dans le prix que vous payez à la pompe représente en fait moins de la moitié du prix total. Le reste, ce sont des taxes. Et donc la baisse du pétrole n'est pas impactée complètement. Alors moi j'ai pris l'exemple, il y a l'exemple de la Belgique, mais l'exemple de la France que je regarde de plus près, là c'était au 1er décembre. Le pétrole avait déjà beaucoup baissé, il avait baissé 35% sur le prix brut du pétrole sur la période. Et là on constatait que la baisse sans les taxes, pour la France, se situait aux alentours de 16,5%, du fait des variations de change et des autres facteurs de répercussion. Si on rajoute les taxes, la baisse pour la France, à la pompe, ça n'a été que de 8,6%. Donc le pouvoir d'achat qui est rendu n'est pas total, première chose. Deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que pour que ça soit une bonne chose, il faut que les gens aient envie de dépenser. Parce que si vous êtes dans un contexte où vous avez peur de dépenser, si vous n'êtes pas sûr de votre avenir, est-ce que vous allez réinjecter cet argent? Alors, je n'ai pas de sondage en Belgique. J'ai un sondage aux États-Unis qui a été fait par CNBC. CNBC a posé la question, vous avez bien dit, en décembre, voilà, le prix du pétrole a baissé. Combien d'entre vous vont dépenser plus d'argent au mois de décembre grâce à la baisse du pétrole? Réponse des Américains, 8% des Américains envisagent d'augmenter leurs dépenses du fait de la baisse des prix du pétrole. Deuxième preuve, parce que quand on dit oui, c'est bon pour l'économie, il faut regarder un peu historiquement pour ce qui s'est passé. Ce qu'on constate, c'est que depuis le début des années 2000, il y a eu 3 fois où le prix du pétrole a baissé de plus de 20%, comme c'est le cas en ce moment. Quand on met en face de ces baisses, ce qui s'est passé sur les ventes de détail aux États-Unis, ce qu'on constate, c'est que dans les mois qui ont suivi la baisse du prix du pétrole, les ventes de détail aux États-Unis, elles ont baissé. Petite parenthèse, vous avez les chiffres. Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de novembre, ils étaient catastrophiques. Et les chiffres pour le mois précédent ont aussi été un peu à la baisse. Donc, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est vrai que ça pourrait être une bonne nouvelle, en tout cas ça va vous permettre d'épargner, mais ça ne va pas forcément bénéficier à la croissance économique, malheureusement. 15 euros dans la poche de tout le monde, on va pouvoir aller se payer 2 pommes de bière ce soir, c'est sympa. Le chauffage aussi, il y a des gens qui ont du chauffage. Alors le chauffage au fioul, bien évidemment. D'ailleurs, sur le chauffage au fioul, les gains sont plus importants. J'ai participé récemment à une émission de radio où les gens m'ont dit, est-ce que le chauffage au fioul, c'est le chauffage du futur? Non, ça c'est une autre question. Ah, c'est une autre question. Effectivement, on verrait l'impact. Le chauffage est important aussi dans l'impact de l'économie européenne. C'est énorme. Sur 10 ans, l'évolution du chauffage pour les gens. Alors oui, effectivement, vous avez raison. On peut parler de la France, mais au niveau de l'Union européenne, dans laquelle ne fait pas partie de la Norvège, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Donc on l'achète aux autres. Alors je vous rappelle les principaux fournisseurs de l'Union européenne. Vladimir Poutine, 30% en augmentation, donc ça c'est sur le gaz et le pétrole. On a la mer du Nord, alors ça c'est pas chez nous, c'est plutôt la Norvège, c'est à peu près 50%, et ça c'est en baisse déjà depuis plusieurs années. Et notre ami Poutine s'est dit, bon ben écoutez, si vous ne voulez pas de gaz, on va le vendre aux Chinois, on risque d'avoir un petit problème. Hein. Tout ce qui chauffe au gaz, donc au gaz en partie russe, alors en France c'est un peu moins, c'est que 15%, mais peut-être vous pouvez penser à passer à l'électricité. Hein.
vous achetez un gros pull. Ça vous verra, c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Je vous rappelle juste un chiffre. La France, le déficit de la balance commerciale, 70 milliards d'euros. La facture énergétique, 70 milliards d'euros. 90% de la balance commerciale, c'est la facture énergétique. Oui? Vous parlez d'histoire, moi on m'a raconté qu'en 73, donc 73 et 79, il y a eu 2 chocs pétroliers et ceux qui l'ont vécu m'ont raconté ce que c'était. Ça a pas mal impacté l'économie. Ensuite, on a eu 2 contre-chocs pétroliers, on m'a raconté. Et en 98, donc 98, ça a quand même permis un redécollage. Et puis aussi, vous dites que les ventes au détail ont baissé. Enfin, je ne sais pas si c'est en volume ou en prix, mais les prix ont baissé de 2 ou 3%. Et quand on regarde le détail, on m'a dit aussi beaucoup c'était des stations-service. Ça a diminué parce que les prix ont quand même diminué. Donc les gens peut-être dépenser moins d'argent, mais en volume, ça permet une croissance. Mais je ne sais pas si c'est tout à fait exact. Alors, l'idée n'est pas de dire que c'est une mauvaise nouvelle. Hein. L'idée est de dire que ce n'est pas une aussi bonne nouvelle que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Et... C'est une mauvaise nouvelle. Enfin, oui. Alors, pas miraculeux. Non, voilà, c'est une pas trop c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Mais vous allez voir après que c'est nuancé par d'autres choses. Donc il faut juste remettre les choses à leur place. On ne dit pas que c'est une mauvaise nouvelle. On dit que c'est pas une aussi bonne nouvelle que ce qu'on veut bien nous faire croire. C'est le début en fait de la croissance. La première révolution industrielle, c'est la révolution du charbon que vous avez en noir, en fait, de 1860 jusqu'au début des années 50. Et puis dans les années 50, après la guerre, vous voyez cette courbe derrière moi, violette. Et ça, c'est le pétrole. On dit souvent la deuxième révolution industrielle, c'est l'électricité. C'est pas du tout l'électricité, c'est le pétrole. Alors, on entend toujours à la télé des gens qui vous disent bon, les 30 Glorieuses, c'était génial, l'économie dirigée, etc., croissance 5% par an, etc. Bah, les 30 Glorieuses, c'est très simple. C'est derrière moi. C'est juste du pétrole. Vous avez juste beaucoup de pétrole, pas cher. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les 30 Glorieuses? C'est juste 1 milliard de personnes qui se sont achetées une voiture. Voilà. Le transport, c'est 60% du pétrole. 1 milliard de personnes qui s'achètent une voiture. Vous voyez les premiers chocs pétroliers là. Et après, une coupure de pente. Alors juste, avant de passer sur le reste, on entend beaucoup parler à la télé des énergies renouvelables. L'éolien, le solaire, peut-être un peu moins en Belgique, mais il y a quand même beaucoup de vent. Mais concrètement parlant, l'éolien, il est là. L'éolien, solaire, Beaucoup de soleil aussi. c'est ici. C'est 2%. 80% du temps, 2%. Steve Jacobsen, d'ailleurs, nous parlera tout à l'heure de la règle du Pareto. Européenne, à l'échelle mondiale, c'est... Là, on est à l'échelle mondiale. Hein. On est dans le monde. Là, c'est 2% aujourd'hui. Et en 2030, ce sera 6%. Voilà. Donc, on peut continuer à en parler des heures, etc. Moi, je vais parler d'autre chose, si ça ne vous dérange pas. Juste un petit truc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont inquiets par le changement climatique? Un peu. D'accord. Est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce que vous pouvez me sortir votre téléphone? Ceux qui ont levé la main, bien sûr. Voilà, votre téléphone, il est fabriqué en Chine au charbon. Donc, bravo, vous êtes des acteurs participants du changement climatique. Hein, on voit le charbon ici. En 2000, l'entrée de la Chine à l'OMC. Le charbon, c'est 40% des émissions de CO2. Et depuis 2000, c'est 60% de l'augmentation du CO2. Est-ce que quand vous écoutez la télé, vous entendez parler du charbon? Pas sûr. On parle beaucoup des énergies, mais pas beaucoup du charbon. Donc, si jamais vous êtes un peu inquiet, bah déjà, prenez votre téléphone, poubelle. Prenez votre PC, poubelle, et puis vous trouvez un métier, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas facile. Alors, rebondir là-dessus, vous avez parlé des chocs pétroliers. Effectivement, il y a eu plusieurs chocs pétroliers. Il faut savoir que sur les 5 dernières crises mondiales, 4 ont été créés par le pétrole. Le choc pétrolier de 73, qui a été orchestré par les États-Unis, comme vous le savez, puisque les États-Unis, en 70 et 71, arrivaient en pénurie d'essence et qu'ils avaient besoin d'un pétrole plus cher pour pouvoir aller développer notamment les champs de l'Alaska. Ils sont allés voir l'Arabie Saoudite et l'Iran, ils ont dit vous êtes gentils, vous vendez $1, vendez-le plutôt à 5. Ça nous permettra d'aller développer notre champ. Deuxième choc pétrolier de 79, 91, la guerre en Irak, 2001. Alors 2001, c'est pas le pétrole, c'est Internet. Mais effectivement, la période avant 2001, 98-2002, est une période de forte croissance.
forte croissance, et d'ailleurs en France à l'époque, c'était Jospin qui était Premier ministre, bon il y a eu pour lui, c'était pas de sa faute, il était là, mais 2% de croissance tous les ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez eu la crise asiatique juste avant, qui fait que les prix du pétrole se sont effondrés. En 1998, en décembre, le pétrole coûtait 9,87 $. Et quand vous avez du pétrole pas cher, ben c'est beaucoup plus simple pour faire de la croissance. Alors moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, oui. En fait, c'est ça. Je ne sais pas si beaucoup de personnes m'ont fait cette chose, mais au début de votre argumentaire, il est de dire que malheureusement le pétrole pas cher, c'est pas bien. Et là, tout ce que vous faites de dire depuis 10 minutes, c'est au contraire l'inverse, que c'est directement corrélé au prix. Alors vous êtes impatient, mais je vais finir. Je vais essayer de On n'a pas dit que c'était pas bien. Hein. On n'a pas dit que c'était pas bien. On a dit que ça permet de faire un certain nombre de choses. Ça permet de faire un certain nombre de choses et ça favorise dans certains cas la croissance, mais on va voir pourquoi aujourd'hui c'est pas. Il faut voir aussi dans quel contexte, parce que souvent les gens essaient de reproduire, les économistes font beaucoup ça, de reproduire à chaque fois dire voilà comment ça s'est passé dans le passé, donc ça va se passer exactement pareil. Je vais prendre un exemple. En 86, le prix du pétrole s'est effondré et il a mis entre 5 et 7 ans pour se remettre. Et donc aujourd'hui, les gens nous disent, bah oui, mais là, le prix du pétrole s'est effondré, ça ressemble à ce qui s'est passé en 86, on va mettre 5 à 7 ans pour s'en remettre. Il faut savoir de quoi on parle, c'est pas du tout le même pétrole qu'on produisait à cette époque-là et le pétrole qu'on produit aujourd'hui. Et donc ça veut dire que les choses ne se répéteront pas de la même façon. Je fais une parenthèse rapide sur le sujet. En 86, quand les prix du pétrole se sont effondrés, c'est parce qu'on a été développer des nouveaux gisements de pétrole conventionnel. Il faut savoir, ce qu'on appelle du pétrole conventionnel, c'est le pétrole comme vous avez en Arabie Saoudite ou en Russie. C'est du pétrole classique que vous creusez, vous avez un puits de pétrole qui donne pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il va tous les ans donner un petit peu moins, mais le taux, ce qu'on appelle le taux de déplétion, la diminution du pétrole que vous allez avoir tous les ans, c'est d'à peu près 4 à 5% par an. Aujourd'hui, le pétrole qu'on est allé chercher avec la montée des prix du pétrole, ça a été du pétrole de schiste aux États-Unis. Le pétrole de schiste, il ne fonctionne pas du tout pareil. Vous investissez beaucoup, et là, vous avez beaucoup de pétrole tout de suite. Mais au bout d'un an, vous avez perdu 66% de votre pétrole. Donc, ça veut dire que là où vous étiez allé chercher du pétrole qui a pu être produit pendant 20 ans, là, vous allez avoir du pétrole qui va être produit pendant 2 ans à 2 ans et demi. Et donc, le cycle d'investissement ne va pas être le même, on va y revenir, c'est aussi pour ça que ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça pour l'économie mondiale. Mais surtout, le pétrole va arrêter de couler beaucoup plus vite. Et donc l'impact sur le prix va être beaucoup plus rapide. Ça n'est pas aussi une très bonne nouvelle, on va en avoir aussi tout à l'heure, parce que ça veut dire qu'on arrête d'investir, et donc ça veut dire qu'on prépare déjà la crise pétrolière de demain. Voilà. C'est pour ça que c'est un discours effectivement qui est attendu. Encore une fois, on ne dit pas que c'est une mauvaise nouvelle, mais on dit que c'est, pour faire simple, il y a 6 mois, vous expliquez que c'était une super nouvelle que les prix du pétrole montent, parce que ça permettait de développer l'emploi aux États-Unis et trouver du pétrole pas cher. Aujourd'hui, on dit que c'est une super nouvelle que le pétrole baisse, parce que ça permet de redonner du pouvoir d'achat. Il y a un moment, il faut qu'on choisisse, ça ne peut pas être bon quand ça monte et bon quand ça baisse. Alors, on va faire une petite parenthèse d'économie. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important, et si jamais nos dirigeants, nos hommes politiques l'avaient compris, ça permettrait peut-être de réfléchir et de faire des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? En fait, on nous a toujours expliqué que l'économie, la croissance, c'est pas compliqué. Des gens pour travailler et du capital, et hop, on fait de la croissance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On n'a jamais eu autant de gens pour travailler. Pour regarder les 5 millions de chômeurs qu'on a par exemple en France, mais je suis sûr que vous en avez chez vous aussi, malheureusement, on n'a jamais eu autant d'argent disponible. Toutes les banques centrales qui impriment des billets, on a de l'argent, on a des gens, et pourtant on n'arrive pas à faire de la croissance. Alors ça, c'est les travaux d'un économiste français et chercheur au CNRS, Gaël Giraud. Il a montré par son travail qu'en fait, dans la croissance du PIB, ce qui est couramment dit, c'est qu'en fait, le capital, ça explique 40% de la croissance, et l'énergie, 10%. Ça correspond à leur part relative dans le PIB. Eh bien, ce qu'il a montré, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que l'énergie explique 60% de la croissance, 60%, et le capital, 15%. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est juste des machines à qui on donne de l'énergie à manger. Et si vous n'en êtes pas convaincu, il suffit de regarder, depuis 1972, les évolutions du PIB, de l'énergie et du pétrole. Alors là, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais quid de la poule et de l'œuf? Est-ce que c'est d'abord le PIB qui fait qu'on a du pétrole et de l'énergie, ou l'inverse? Là, il suffit de s'intéresser un petit peu
aux courbes. Et quand vous regardez par exemple 2005, à partir de 2005, la croissance du pétrole qui commence à baisser, et 2 ans après, vous avez le PIB qui baisse. Alors non, aujourd'hui, je suis plutôt là pour vous dire, il y a peut-être une question là-haut. Ouais, allez-y. Excusez-moi, j'avais une simple petite question. J'ai lu dernièrement une analyse concernant les réserves supposées en Californie de gaz de schiste, justement. Ces réserves en question qui étaient justement mises en question au niveau de la production peut-être possible. Est-ce qu'éventuellement vous auriez plus d'informations justement concernant ceci, si ces réserves étaient supposées ou pas, puisqu'apparemment elles étaient nettement revues à la baisse? Alors, ce dont vous parlez, je pense, c'est les nouvelles qui ont été publiées sur le plateau de schiste de Monterey, en Californie. Oui. Et c'est pas une rumeur, ça a été confirmé par l'administration américaine à l'énergie, qui a revu en baisse de 90% les réserves prouvées de pétrole de schiste sur le plateau de Monterey. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'on pensait que ces réserves de schiste, au final, compte tenu du volume qui était évoqué, représentaient quasiment la moitié des réserves de pétrole de schiste, de gaz de schiste aux États-Unis. En fait, vu qu'on les a enlevés, on est bien embêté. Alors j'ai un graphique aussi ici d'un monsieur qui s'appelle Arthur Berman, qui est assez intéressant et qui montre que... j'arrive à trouver dans quel sens ça va. Qui montre que les réserves de pétrole de schiste aux États-Unis, en fait, on en parle beaucoup, mais il faut savoir de quoi on parle. Voilà, c'est celui-là. En fait, aujourd'hui, les réserves prouvées, ce sont les chiffres de l'administration américaine à l'énergie. Hein. Donc des chiffres qui sont, on va dire, au moins fiables, sinon optimistes. Les réserves prouvées selon l'administration américaine à l'énergie de pétrole de schiste aux États-Unis aujourd'hui, c'est 10 milliards de barils. Est-ce que quelqu'un sait combien consomment les États-Unis de barils par jour aujourd'hui? Aujourd'hui, les États-Unis consomment entre 15 et 17 millions, suivant les années, de barils par jour. Ce qui veut dire qu'avec 10 milliards de barils, vous faites le calcul, je le fais de tête, bon, enfin je l'ai déjà fait avant, donc c'est plus facile, ça va aller plus vite pour vous, ça fait 2 ans de production, de consommation américaine des pétroles de schiste aux États-Unis. Voilà de quoi on parle. Aujourd'hui, la production de pétrole de schiste, c'est à peu près 5 millions de barils par jour, soit 5% de la production mondiale. Donc c'est un game changer à un temps donné parce que ça arrive brutalement sur le marché, mais sur le long terme, c'est pas un game changer. Excusez-moi, comment vous expliquez alors que comme les marchés qui anticipent tout, le BTU est si bas? Alors là, on parle du gaz, on est sur autre chose. Vous parliez de la réserve prouvée de gaz de schiste. De pétrole. Ah, pardon, le gaz, c'est complètement autre chose. Le gaz de schiste est beaucoup plus prometteur que le pétrole de schiste. Et aujourd'hui, compte tenu... alors après, les marchés prévoient tout, mais à un moment donné, ils sont obligés de tenir compte de la production à l'instant T. Et aujourd'hui, la production de gaz aux États-Unis est extrêmement importante. Et elle est d'autant plus importante qu'on a développé les pétroles de schiste, et que quand on développe les pétroles de schiste, on ressort également du gaz. Et donc les volumes de gaz ont été d'autant plus importants. Ce qui fait penser que ça pour le coup, ça a eu un point très positif. C'est que du coup, on a développé l'industrie du gaz aux États-Unis de façon colossale, et il y a plein de projets, plein d'industries qui sont en train de mettre en place des projets d'approvisionnement en gaz pour leur industrie. Aujourd'hui, on a des énormes productions de pétrole de schiste qui vont disparaître. A priori, dans les mois qui viennent, on y reviendra peut-être. Si les projets de pétrole de schiste disparaissent, on a une partie du gaz de schiste qui va disparaître. Et donc on va se retrouver avec plein de nouveaux projets d'usines qui tournent au gaz, qui vont arriver sur le marché, donc de la nouvelle demande, et dans le même temps une baisse de la production. Donc là, on va avoir un vrai problème. C'est d'ailleurs, si vous regardez, ce qu'on peut constater sur les courbes de prix à terme de ces instruments. Le gaz, si vous regardez dans les années passées, c'est quelque chose d'affreux. Si j'ai un conseil à vous donner, à titre d'investisseur privé, n'achetez jamais du gaz. Jamais sur les marchés financiers. Il y a un seul gaz que vous pouvez acheter sur les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle le Henry Hub Nat Gas, qui est le gaz coté aux États-Unis. Le problème de ce gaz, c'est que, comme c'est très, très cher de stocker du gaz, vous avez, et qu'il y a une demande à long terme, donc on sait qu'a priori elle va augmenter, les prix à terme sont beaucoup plus élevés que les prix au comptant. Moralité, il faut, dans des années comme 2009 par exemple, j'ai ça en mémoire, il fallait que le prix du gaz monte de 50% pour que vous fassiez zéro sur votre portefeuille financier. Voilà. Si vous prenez une courbe
de ce que peut gagner un investisseur avec le gaz naturel sur les 20 dernières années, la courbe, elle part de là. On peut prendre la courbe de Nicolas tout à l'heure dans l'autre sens, et elle fait ça aujourd'hui en bas 100. Il y a 20 ans, le cours du gaz aujourd'hui, c'est 0,01. Voilà, donc, il faut savoir aussi que l'investissement dans les matières premières est quelque chose d'un peu particulier. Alors c'est intéressant ce problème des réserves parce que, en fait, aujourd'hui, avec un prix du pétrole qui est à 50 $, tous les gens se disent finalement, vous avez peut-être entendu des gens parler du fameux pic pétrolier, la baisse de l'approvisionnement pétrolier, et tout le monde se dit, ben, finalement, du pétrole il coûte 50 $, il y en a à l'infini, et cette chose est derrière nous. Alors, pour reprendre rapidement ma petite démonstration, je vous ai montré que le pétrole et la croissance c'était très lié, qu'il y a un impact. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a du pétrole, est-ce qu'il en reste beaucoup? Est-ce qu'il en reste beaucoup? Parce que finalement, il y a 40 ans, quand on entendait les gens qui parlaient de ça, ils disaient il reste 40 ans de pétrole. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un, à BP, combien de temps de pétrole il reste, ils vous disent il reste 40 ans de pétrole. Donc il reste toujours 40 ans de pétrole. Et dans 40 ans, il restera toujours 40 ans de pétrole. Donc le pic pétrolier, c'est derrière nous. Alors ce qu'ils n'avaient juste pas mentionné, c'est qu'en fait, quand on parle des réserves, c'est au prix du jour. Il y a 40 ans, c'était 10 $. Aujourd'hui, c'est 100 $. C'était il y a 6 mois, mais ça va bientôt revenir à 100 $. Et en fait, dans 40 ans, il en restera toujours des quantités illimitées, et ce sera 1000 $. Et la question après que vous allez vous poser, c'est est-ce que le pétrole à 1000 $, vous allez le payer? Alors j'ai fait un petit calcul sur votre plein d'essence. Bon, on multiplie par 10, vous prenez 50 litres, 10 € le litre, 500 € le plein. Alors, ça dépend dans quel pays. Au Venezuela, ça coûte 500 €. Ça va monter. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le prix du pétrole ne dépassera jamais 200 $. Et votre plein à la litre, votre litre d'essence, ne dépassera jamais 2 € du litre, sauf s'il continue à vous assommer avec des taxes. Et ça, c'est pas exactement de mon sort. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que là, vous voyez l'augmentation du coût du pétrole. Ça, on comprend bien. Moins il y en a, plus ça coûte cher à aller le chercher. Si vous allez, par exemple, au Kazakhstan, à Kashagan, il y a un méga champ pétrolier développé par Total, 50 milliards d'euros d'investissement, pas une goutte de pétrole qui est sortie. Celui-là, il coûte 125 $ le baril. On commence un peu à monter. Et la vraie question, c'est, bon, on a des coûts qui montent, mais combien nous, on est prêt à payer le pétrole? Est-ce qu'on va payer 125, 200, 300 $? Et la réponse, je vais vous la donner. En fait, on paye 120 $ le pétrole maximum. D'accord? Donc, tant que le pétrole coûte moins de 120 $, on est capable de l'acheter et de l'augmenter. Dès que le prix du pétrole franchit 120 $, vous commencez à détruire de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plein coûte trop cher, donc je prends moins ma voiture, je fais moins le plein, je prends le transport en commun, et là, à ce moment-là, la demande de pétrole baisse, et vous retombez sur les 120 $. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va aller chercher tout le pétrole disponible à 120 $, et le reste, ben, on va laisser sous nos pieds parce qu'on ne pourra pas se le payer. Et donc en fait, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. C'est une extrêmement mauvaise nouvelle pour le pétrole et pour la croissance, parce qu'avec des prix du pétrole à 50 $, toutes les entreprises pétrolières ont coupé leurs investissements. Total avait déjà commencé à couper fin 2013 avec un prix à 100 $. Et donc, dans 3-4 ans, on risque d'avoir une baisse de la production. Et ce qui va se passer, c'est ça. Vous retrouvez finalement cette courbe de production de pétrole qui dépend du prix du pétrole. Là, c'est pas compliqué. 50 $, c'est ici, en vert foncé. 100 $ un peu plus au-dessus. 120 $, on est un peu entre les deux. Et vous voyez que quand bien même on montait à 300 $, ça ne changerait rien. Inexorablement, l'extraction du pétrole va baisser. Et en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui, si on s'intéresse au monde sans les États-Unis, depuis 2011, la production de pétrole baisse déjà. Et le dernier truc qui monte en ce moment, ça s'appelle les pétroles de schiste. Sauf que les pétroles de schiste... Je vais rebondir un peu sur ce que disait Nicolas. Il faut savoir qu'on parlait tout à l'heure de la croissance et de la bonne nouvelle pour la croissance de la baisse des prix du pétrole. Alors, c'est vrai que sur votre portefeuille, on l'a dit, c'est plutôt une pas mauvaise nouvelle, même s'il faut nuancer. Maintenant, pour ce qui est de la croissance, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans la croissance, il y a la consommation, effectivement, mais il y a aussi une autre composante dans la croissance qui s'appelle l'investissement.
Et je vais vous poser une question, là encore, est-ce que quelqu'un sait quelle est la part des sociétés énergétiques dans le total des investissements des compagnies du S&P 500 aux États-Unis? Non, vous ne savez pas. Normal, je dirais. C'est 30%. 30% du total des investissements qui sont faits par les plus grosses compagnies aux États-Unis sont faits par les sociétés pétrolières. Or, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme les compagnies pétrolières ont moins de revenus, diminuent leur plan d'investissement. Et ça a déjà commencé. D'ailleurs, on voit les premiers effets sur l'emploi, c'est une autre des mauvaises nouvelles. Baker Hughes a annoncé 9000 suppressions d'emplois, Schlumberger 7000, Halliburton 1000, et là on n'est que dans les services pétroliers, on n'est pas encore à l'échelle des compagnies pétrolières. Les services pétroliers s'ajustent beaucoup plus vite. Donc on arrête d'investir. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'investir? Le secrétaire général de l'OPEP l'a dit il y a 2 jours, on prépare le pétrole à $200 demain. Je vous fais un petit exercice, même si c'est pas possible. Je pense qu'il a grossi un peu le trait. Le petit exercice tout simple. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, donc 95% de la production mondiale de pétrole, c'est du pétrole conventionnel. Le taux de déplétion, donc le taux auquel le rendement des gisements en exploitation diminue tous les ans, est, au dire de BP et de Shell, je n'ai pas de raison de ne pas croire, parce que là aussi, comme le département américain à l'énergie, un peu optimiste, compris entre 4 et 6%. Donc on va prendre 5%, on fait simple. Au bout de 10 ans, avec un taux de déplétion de 5%, il vous reste combien du pétrole que vous extrayez au début? Il vous en reste 50%. Ça veut dire que tous les 10 ans, on perd entre 40 et 45 millions de barils par jour de production mondiale. Ça fait quoi? Ça fait 2 fois la production de l'Arabie Saoudite plus 2 fois la production de la Russie. Donc, on doit investir si on veut pouvoir continuer à utiliser du pétrole demain. Parce que dans le même temps, la consommation mondiale de pétrole, elle continue d'augmenter. Parce que vous avez une industrialisation des nouveaux pays, des émergents, qui fait que la consommation de pétrole au niveau mondial, elle augmente tous les ans d'environ, alors je vais vous donner un moyen simple de calculer, c'est la recette qu'utilise le FMI pour faire ses estimations de croissance, ce ne sera pas le FMI, mais l'Agence internationale de l'énergie qui utilise les chiffres du FMI, ils ont une formule d'approximation, vous prenez la croissance mondiale, vous faites la croissance en pourcentage, vous la multipliez par 90% et vous enlevez 2. Voilà. C'est le taux de croissance mondiale de la demande de pétrole. Donc tant qu'on a de la croissance positive, des doigts, on a une demande du pétrole qui augmente tous les ans. Voilà. Alors je pense que peut-être pour la fin, on peut parler un peu des solutions. On est aussi là pour parler des solutions, donc on voit peut-être que la disponibilité de pétrole mondiale baisse. Alors je vais vous donner une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait ça baisse au niveau mondial, mais nous c'est pire, parce que vous avez un effet d'éviction avec la Chine, avec tous ces pays non OCDE, qui en fait aspirent tout ce pétrole parce qu'ils le payent beaucoup moins cher. Et ce que j'ai souvent, c'est quand vous vendez une voiture en Chine, en fait vous ne la vendez pas chez nous. Parce que le pétrole, c'est un gâteau qui est gros, qui va réduire et qu'on va devoir se partager. Alors moi, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont des solutions. Alors les solutions, c'est au niveau personnel. Vous avez une voiture, est-ce que vous avez des idées de solutions? En fait, c'est juste un bref commentaire au sujet de la chute de l'extraction pétrolière. Je ne sais pas si les gens ici sont au courant, mais la semaine passée, le nouveau PDG de Total, celui qui a remplacé... il a prévu pour 2030, vu les investissements actuels qu'il y a dans l'exploration de champs pétroliers qui sont de plus en plus petits, de plus en plus dispersés, de plus en plus géologiquement difficiles, il a prévu pour 2030, c'est-à-dire demain, une chute de l'extraction pétrolière à 50 millions de barils à peu près. La production tombera à 50 millions d'après lui. Écoutez, alors 50 millions, alors c'est 50 millions de barils par jour, là on est en milliards de barils. Mais oui, je pense qu'ils sont tout à fait conscients. Si vous voulez, aujourd'hui, je vous ai dit, à $110, Total dit, c'est plus assez cher pour à la fois faire de l'exploration et payer les dividendes. Donc je vais couper mes investissements, comme ça, ça va faire remonter le prix du pétrole et je vais pouvoir aller en chercher. Sauf que à $120, il y a un plafond. Il y a un plafond. Donc on pourra le faire remonter à 110, à 120, mais ensuite, de toute façon, inexorablement, cette production pétrolière, qui, je vous le rappelle, est la cause de notre croissance, de notre civilisation moderne, le pétrole. Cette chose-là va baisser. Les 30 Glorieuses, c'était la montée. Nous, on arrive sur la descente. Donc, il y a des solutions pour la descente. Bon, il n'y a pas de solution à la question. Moi, j'en ai une pour toi. Allez-y, allez-y. Question, je suis géographe et je montre comment le trafic
Attends, monsieur géographe, attends. Je ne suis pas économiste, je suis géographe, mais je parle beaucoup d'économie avec mes élèves et je montre ce graphique plus ou moins le même. Et donc je parle du fameux pic du pétrole qui a été annoncé pour la première fois par Mario Cliniver en parlant du pic américain, qui avait annoncé en 1957 le pic américain en 71 et qui a bien eu lieu en 71, hors le pétrole de schiste. Et sur votre graphique, donc, on voit que le pic mondial aurait lieu vers 2020. Et effectivement, le graphique montre, c'est bien ça. Est-ce qu'on pense vraiment que la production mondiale va atteindre un plafond d'ici 5 ans et qu'elle ne pourra que baisser par la suite? Alors moi, je vais vous donner ce que je pense moi avec ma boule de cristal, les différents fournisseurs. Je vous l'ai dit, depuis 2011, la production mondiale de pétrole hors pétrole de schiste américain baisse. Donc le jour où l'augmentation du pétrole américain ne compense plus la baisse, la production de pétrole de schiste aux États-Unis devrait commencer à baisser, soit fin 2015, soit début 2016. Donc on avait passé un premier pic pétrolier en 2005 sur le pétrole qu'on appelle conventionnel, ça veut dire le pétrole qui coûte moins de $50. Et là, on risque de passer le second pic pétrolier, tout pétrole, pétrole de schiste, pétrole de l'Arctique, pétrole de l'Alaska, pétrole des sables bitumineux, en 2015 ou en 2016. Et donc ce sera plus tôt. Et à partir de là, inexorablement, la disponibilité de pétrole va baisser. Et par personne, ça va être pire, parce que je vous rappelle que la population augmente. Donc il va falloir se préparer à vivre dans un monde où chacun de nous a moins de pétrole. Moi j'ajouterais juste une chose. Savoir si le pétrole va faire un pic en 2020 ou en 2016 ou en 2007, je n'ai pas la même boule de cristal que Nicolas, donc je ne tenterai pas une année précise. Je voudrais juste préciser une chose. Il faut savoir que le développement des pétroles de schiste aux États-Unis est une aberration économique qui a été rendue possible, et là je fais le point avec la première intervention de Philippe et Olivier. Si on n'avait pas eu des taux à 0%, ou des taux d'endettement extrêmement faibles, qui faisaient que les acteurs économiques n'avaient plus de rémunération du risque, jamais des acteurs économiques sensés seraient allés donner de l'argent aux producteurs de pétrole de schiste pour aller chercher du pétrole de schiste, compte tenu des conditions de financement. Je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas le vrai prix d'extraction du pétrole de schiste, et ce n'est pas le sujet. C'est en partie vrai. On a quand même quelques éléments. J'ai parlé, moi, avec un ancien économiste de l'OPEP qui s'est amusé à prendre les rapports financiers de 37 sociétés du pétrole, qui travaillent dans le domaine du pétrole de schiste aux États-Unis, qui, elles, toutes cumulées, représentent à peu près les 2 tiers de la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Il a fait ça il y a 2 ans. Depuis, on a pu gagner des gains de productivité, donc on a peut-être un peu progressé. Mais à l'époque, il arrivait à la conclusion que ces compagnies, compte tenu de la charge financière des emprunts qu'ils avaient contractés pour pouvoir extraire leur pétrole, avaient un taux de rendement de 0% sur 40 ans, avec un baril à $100. Voilà. Donc aujourd'hui, je dis, on a peut-être progressé, on est peut-être à $80. Oui, très bien. Mais c'est une aberration économique. Donc on va arriver à un moment ou à un autre avec le pétrole. Je pense, moi, que ça peut durer peut-être un petit peu plus longtemps parce que je ne sais pas si $120 constitue un vrai plafond. Je pense qu'il y a la façon aussi dont ça monte. Ce qui est très néfaste pour l'économie, c'est les montées violentes des prix du pétrole, parce que l'économie n'a pas le temps de s'adapter. Je pense qu'on peut peut-être aller chercher un peu plus haut, $140 ou $150, si le prix monte progressivement, et donc à ce moment-là, on pourra aller chercher un peu plus de pétrole et retarder. Mais on est plus près du début de la fin, que de la fin. Avec question ici, et après on fait des solutions. Une question par rapport à la prévision des cours dans le futur. Vous parliez au début de la manipulation de l'offre, notamment pour l'Arabie Saoudite. Donc, comment on peut prévoir dans le futur des cours si on sait que l'offre peut être manipulée par un pays ou par un autre? Alors il y a un truc qu'on ne peut pas prévoir dans le pétrole, c'est les prix. Ça c'est très compliqué à prévoir parce que ça dépend. Le prix du pétrole en fait ne dépend pas du tout de ce qui reste comme pétrole. Il dépend juste d'un équilibre dynamique, instantané, entre le nombre de personnes qui vendent du pétrole et le nombre de personnes qui en achètent. Là, les prix du pétrole ont baissé parce qu'il y a eu plus de pétrole à vendre avec les États-Unis et parce qu'il y avait moins de pétrole à acheter avec la Chine et la croissance de la Chine qui baisse. Par contre, ce qu'on peut prévoir, c'est les coûts. On les connaît, les coûts.
On connaît les coûts des projets d'extraction. On sait qu'aux États-Unis, c'est entre 50 et 80 $. On sait que le sable bitumineux, c'est 100 $. On sait que tous les coûts d'exploitation du pétrole augmentent. Ça, c'est publié par les entreprises qui en ont besoin pour se financer. Donc là-dessus, on a aucun doute. Et on sait qu'à 120 $, ou peut-être un peu plus, ça dépend si on imprime beaucoup de billets ou pas, on sait qu'on ne se le paye pas. Donc on sait qu'on va aller en dur. Il n'y a pas de doute. Les prix, par contre, est-ce qu'aujourd'hui, je peux vous dire quand est-ce que ça va remonter à 100 $? Impossible. Je peux vous dire que, et je peux prendre un pari, que d'ici 2 ans, fin 2016, les prix seront à 100 $. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la politique monétaire américaine. Si les États-Unis décident d'imprimer des billets, là vous voyez, États-Unis, première planche à billets QE1, deuxième planche à billets, vous voyez les prix du pétrole qui augmentent directement. Donc, il y avait 20 à 30 $ qui étaient juste la politique monétaire. Donc ça peut faire remonter le prix du pétrole. Qu'est-ce qui peut faire d'autre remonter le prix du pétrole? L'OPEC. L'OPEC risque de, en juin, dans 6 mois, se mettre d'accord cette fois-ci avec la Russie pour baisser sa production. Et comme on aura déjà pas mal de pétrole aux États-Unis qui aura fait faillite, qui sera sorti du marché, là ça aura un impact et ça fera remonter le prix du pétrole. Et je reviens ici dans 2 ans, s'il n'est pas à 100 $, je vous fais... On paye le bière à tout le monde. Ça, je suis d'accord avec Nicolas là-dessus. J'ajouterais une chose. On peut pas... Il y a manipulation, mais la manipulation, elle a ses limites. Si vous voulez, ce qui compte, là comme dans beaucoup de domaines, ce qui compte, c'est la taille du robinet. Et en fait, l'Arabie Saoudite peut manipuler les prix jusqu'au moment où le robinet est ouvert à fond. Et une fois que le robinet est ouvert à fond, on ne peut plus rajouter de pétrole, donc le seul moyen d'ajustement, c'est de faire monter les prix pour que la consommation baisse. Et donc là, nous, l'analyse qu'on fait avec Nicolas, c'est que le jeu dans lequel est rentrée l'Arabie Saoudite avec l'OPEC, c'est de faire sortir les pétroles de schiste des États-Unis du jeu. Ils vont y arriver. Ça va prendre un peu de temps pour diverses raisons qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui, mais parce qu'une partie de ces sociétés sont couvertes, parce que les crédits mettent un peu de temps à s'ajuster, parce que les puits qui sont creusés aujourd'hui donnent beaucoup plus que les puits qu'on perd et qui ont arrêté de produire. Donc ça va mettre un petit peu de temps, 6 mois à 9 mois, mais ça va s'ajuster. Donc là, le robinet sera toujours ouvert à fond, mais la taille mais le débit du robinet sera moins élevé, quoi. Et donc là, ça va remonter. Donc est-ce que c'est dans 6 mois, ou est-ce que c'est dans 5 mois, ou est-ce que c'est dans 4 mois? Je suis comme Nicolas, je ne prends pas le pari, mais je sais que la taille du robinet fait qu'on ne peut pas manipuler, il n'y a qu'un sens où on peut manipuler, pas l'autre, et donc le prix du pétrole finira par remonter. Sauf à ce qu'il n'y ait pas de croissance, mais là on aura tous un autre problème. On en est où avec les pétroliers là? On a fini, on passe à quelqu'un d'autre? Allez, encore 5 minutes. J'espère encore 1 ou 2 solutions quand même. Que des solutions. Les questions, on en parlera tout à l'heure. Alors, si tu avances, il y a une solution. Vous avez une solution. Dites-le tout. Par exemple, vous pourrez par exemple devenir tous grecs. Non, alors, non, attendez. On va parler du cas grec. Le cas grec, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? La Grèce, parce qu'en fait la solution bien évidemment c'est de baisser sa consommation d'énergie, on a tous compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs depuis 2009? Ils ont baissé leur consommation d'énergie de 20%. Alors il ne faut pas se mentir, on va tous arriver un jour ou l'autre au niveau de la Grèce. On va y arriver. L'approvisionnement pétrolier va baisser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les salaires grecs ont baissé de plus de 30% et sont à un niveau plus bas qu'en 1993. Donc les Grecs, dans le niveau de vie, et Steve Jacobsen va nous parler de la Grèce et de ce qui peut se passer ensuite avec la Grèce, sont plus bas qu'en 1993. Notre futur, ce sera de toute façon moins d'énergie disponible. Moins d'énergie disponible, c'est notre niveau de vie qui baisse. Mais ceci étant dit, on est capable en fait, avec une quantité d'énergie disponible divisée par 2, de continuer à avoir à peu près le niveau de vie qu'on a aujourd'hui à quelques ajustements près. C'est le rêve en tout cas. Alors vous avez une solution. En fait, c'est une belle transition sur ce que je voulais vous demander. Vous avez utilisé tout à l'heure l'image des machines qui finalement, notre économie tourne, c'est des machines qui leur donnent à manger. C'est vrai, mais on leur donne aussi. On leur donne aussi, il y a d'autres choses à manger, du cuivre, de l'étain, toutes sortes d'autres minéraux qui tomberont, on l'argent tout à l'heure, qui tomberont finalement à court. Donc une solution, ce serait peut-être de consommer moins, ou en tout cas mieux.
Mais ma question, parce qu'il y avait une question Daniel, du coup, en tant qu'économiste, en tant que gestionnaire d'actifs, comment vous intégrez des économies plus, on va dire, environnementales ou sociales, au niveau des pénuries de matériel, mais aussi au niveau des pénuries sociales, on ne pourra pas continuer à faire creuser, j'imagine, en tout cas j'espère, des enfants dans des mines de cadmium en Afrique encore 50 ans. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Comment est-ce que ça se répercute sur les coûts? Enfin, comment est-ce qu'on peut finalement légitimer notre niveau de vie face à une production qui serait plus éthique ou en tout cas plus durable? Et dernière question, quel est votre point de vue par rapport au réchauffement de manière générale? Une grosse question. La première question, donc je vous l'ai dit, par rapport au comportement éthique, vous prenez votre téléphone, déjà vous commencez par le mettre à la poubelle. Mais ça, personne ne le fera. Vous commencez à le faire vous, il y a des gens qui vivent sans téléphone, donc ça peut être une chose. Alors moi, ma position là-dessus, si vous voulez, je vais vous parler du réchauffement climatique. Très rapidement, je vous ai dit, 40% c'est le charbon, 60% c'est l'augmentation, c'est à cause du charbon. En fait, si vous prenez les 15 plus grands exportateurs mondiaux, vous avez une corrélation entre la valeur de leurs exportations et la proportion d'électricité au charbon. En fait, le charbon, c'est l'électricité la moins chère. Et c'est la plus sale. Donc en fait, si un jour on a des enfants et on se dit qu'on a envie de leur offrir un monde meilleur ou moins pire, eh bien le seul combat c'est le charbon. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors c'est quelque chose qui n'est pas autorisé par l'OMC. Enfin, c'est-à-dire que vous n'avez que l'Europe qui le respecte, tous les pays mettent des barrières douanières, pas nous. La seule façon de contribuer à ça, c'est de mettre aux frontières, sur certains produits qui sont produits au charbon, qui sont produits par des enfants. Vous avez parlé d'Afrique, mais en Chine, il y a aussi beaucoup d'enfants qui travaillent, comme vous savez, et de mettre des taxes à l'importation pour éviter qu'on achète ces produits-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les produits vont coûter plus cher. Par exemple, je prends une chemise, au lieu de fait par un enfant au Bangladesh, au lieu de coûter 3 $, il va coûter 12 $. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire? Dans ma pile, j'avais 4 chemises et j'en mettais qu'une. Maintenant, j'en aurais une et j'en mettrais. Donc ça pose pas vraiment de problème. Et c'est ce genre de choses, si on ne passe pas sur ces méthodes, à mon avis, c'est mon point de vue personnel, de compensation aux frontières, sur les externalités que sont la pollution, le CO2, etc., il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Et pour vous donner un exemple sur la France, depuis 2000, les émissions de CO2 sur le sol ont baissé de 10%. Youpi, on est très beau. Si on prend la consommation, qu'on réintègre les importations et qu'on soustrait les exportations, plus 10%. Plus 10%, donc qu'est-ce qu'on a fait avec le GIEC? On a délocalisé, après avoir mis les usines, on a délocalisé nos émissions de CO2. J'ajouterai deux choses et ça sera l'occasion de conclure. D'ailleurs, encore une question. J'ajoute juste deux choses. La première, c'est marrant que vous parliez de l'argent. L'argent, selon l'administration américaine de la géologie, est la première matière première minérale qui va être épuisée dans le sous-sol de la Terre. 2035. La seule solution au pétrole cher, c'est le pétrole cher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un problème énorme. Le prix du pétrole baisse, le prix du gaz baisse. Donc, aux États-Unis, ils se mettent à consommer du gaz et du pétrole, donc ils ne consomment plus de charbon, donc le charbon ne vaut plus rien, donc ils l'exportent. Et donc, on a relancé des usines à charbon en Allemagne. Aujourd'hui, en Allemagne, on ferme des usines à gaz naturel flambant neuves, parce qu'elles ne tournent qu'à 10% de leur capacité, pour rouvrir des usines à charbon, parce que le charbon ne vaut rien. La seule solution, il n'y a que deux solutions pour en terminer avec ça, c'est la baisse de la consommation et les prix élevés. Voilà. Alors, très rapide, parce que j'ai promis que ce serait très rapide. Alors, c'est un embryon de solution, mais il vient pas de moi. C'est un monsieur qui s'appelle Jeremy Rifkin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, et qui dit que finalement, le coût marginal, il va tendre vers zéro. Pourquoi? Parce que ce sont des machines qui vont produire, parce que finalement, la main-d'œuvre manuelle, que ce soit en Chine ou ailleurs, bon, mais globalement, elle va quand même diminuer. Alors, est-ce que là, il n'y a pas un modèle de société qu'il faut réfléchir complètement différemment et dire on ne va plus réfléchir en termes de croissance, on ne va plus réfléchir en ces termes-là, mais on va réfléchir par exemple en termes d'allocation universelle et des choses comme ça, donc beaucoup plus basé sur le partage, beaucoup plus basé sur l'information et beaucoup moins sur le modèle de société que nous connaissons actuellement, que ce soit avec ou sans économie d'énergie. Merci. Je ne sais pas si on en arrivera là, et je crois que Keynes en avait parlé aussi, en disant qu'on finirait tous par ne plus travailler et avoir des machines qui travailleraient à notre place.
Le truc, c'est qu'il va falloir repenser notre modèle économique. Ça, c'est sûr. On n'a pas le choix. Il est à bout de souffle. Le problème qu'on a pour l'instant, c'est que le capitalisme, c'est le seul modèle économique, enfin, c'est celui qui marche le moins mal. Et donc, il faut réinventer autre chose. Est-ce que les machines, c'est une solution? Un revenu universel, peut-être. Je ne sais pas si c'est une solution. Ça permettra en tout cas de lisser les inégalités. Tout à l'heure, Philippe, on a parlé presque rapidement, mais il y a eu une information qui a été publiée par Crédit Suisse et qui est perçue par Oxfam de travers, mais je la donne. 1%, les 1% les plus riches de la planète aujourd'hui possèdent 50% des richesses. Je détaille ce chiffre. Ça veut dire que les 1% les plus riches possèdent la même chose que les 99% restants. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la moitié. Oui, ils ont la moitié, mais donc ça veut dire qu'ils possèdent la même chose que les 99% restants, pas que les 50% les plus pauvres. Les 50% les plus pauvres, c'est les 80 personnes les plus riches du monde qui possèdent la même chose que les 50% les plus pauvres. Voilà. Alors, juste pour conclure très rapidement, et finir sur une bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, demain sera un monde où on vivra avec moins de choses, mais on vivra mieux. Ce sera beaucoup plus qualitatif, moins quantitatif, et c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Beaucoup de solutions se développent, comme le covoiturage, ce genre de choses qui permettent de baisser ces choses-là, d'aller louer un appartement chez un particulier à Londres ou n'importe quel pays quand vous voyagez. Donc effectivement, il y aura du partage entre particuliers, les gens vont se louer des choses, ça va augmenter le taux d'occupation. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le capitalisme, parce que le capitalisme a besoin de croissance pour se financer, donc il y a un moment donné, il va y avoir un reset. Alors si vous vous demandez à quoi ça peut ressembler, ça existe déjà, ça s'appelle Cuba. Cuba a eu un reset en 1990. Vous allez lire des gens prospectivistes qui vous diront que Cuba est l'exemple du pays du futur. Alors la différence avec la France et la Belgique, c'est qu'en plus, ils ont les femmes et le soleil, donc ça adoucit un peu les choses. Et les cigares, mais allez sur Internet, il y a un film qui s'appelle « Comment Cuba a fait pour se passer de pétrole en 1990 ». C'est le premier pays qui a vécu le pic pétrolier, et ils ont trouvé des solutions. Ils avaient une agriculture avec beaucoup de machines, ils ont développé le potager, ils ont tous des potagers chez eux, ils ont trouvé des solutions locales, et si vous allez vous balader à Cuba, vous verrez qu'ils ne sont pas si malheureux que ça. Il y a Madagascar aussi.